Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer une vraie entrepreneuse, Maude Caillot, fondatrice de Gringot. Bonjour Maude. Bonjour Roland, bonjour à toutes et à tous. On est ravis de parler aujourd'hui de viralité. Alors la viralité, c'est finalement le Graal de tout marketeur, hein, être capable de faire peu d'efforts et d'avoir beaucoup d'impact. C'est ce que tu as réussi, c'est ce que tu es en train de réussir à faire avec Gringot. Tu vas nous en parler, nous parler également de ta fantastique aventure entrepreneuriale. Alors Roland, on met Avant beaucoup ça, d'efforts, hein. oui, On vous faites commence beaucoup pas à nous faire d'efforts. une réputation de paresseux comme ça. Nous mettons beaucoup d'efforts. Il se trouve que nous avons aussi des résultats, mais nous mettons beaucoup d'efforts. Alors, merci à tous de votre présence aujourd'hui. Vous êtes toujours aussi formidables. La semaine dernière, vous étiez un peu plus de 200 inscrits pour échanger et partager sur les managers. Les managers noyés, sont-ils noyés? En tout cas, ils sont désorientés, ils sont parfois épuisés. Comment réenchanter la fonction managériale? C'est ce que vous pourrez apprendre en réécoutant cette masterclass qui est disponible sur notre chaîne YouTube, la chaîne Incentive, ou sur vos plateformes de podcast préférées. Les masterclass de l'excellence commerciale sont sponsorisées, sont rendues possibles par Incentive. Incentive, c'est l'application du Manager Coach pour aider votre organisation à renforcer l'efficacité commerciale de vos équipes tout en fidélisant vos talents. Incentive travaille dans un peu plus de 20 pays, dans 9 langues, dans des univers aussi différents que la banque, l'assurance, l'industrie ou les télécoms. Voilà pour la page de publicité. Est-ce que, Anouk, tu peux nous faire le portrait de Maude pour qu'on apprenne à mieux la connaître? Oui, avec un grand plaisir. Maude Caillot, vous avez fait vos études à Grenoble École de Management et vous avez eu votre diplôme en 2018 avec un double master à l'Université de Columbia à New York en marketing digital. Vous commencez votre carrière chez Dior, puis au CIC en tant qu'International Business Developer à New York, puis vous devenez consultante chez Capgemini. En mai 2020, à la suite d'une discussion avec un ami où vous déplorez le manque d'éthique des investissements bancaires, vous décidez de monter votre propre banque verte et entièrement transparente sur ces investissements, Greenbot. Le but étant de financer la transition énergétique en révolutionnant le secteur le plus polluant, la banque. C'est un projet ambitieux et risqué puisqu'il s'attaque aux mastodontes de la finance avec tous ces travers que l'on connaît bien. Pourtant, votre projet est devenu viral et est presque devenu le souffle d'espoir de notre génération, à savoir que même les plus grosses institutions polluantes et soi-disant intouchables peuvent être modelées et qu'un modèle économiquement durable peut être possible. Très beau projet de Gringot, suivi de plus en plus près par nombre d'internautes. La carte en bois fait d'ailleurs le tour de LinkedIn ces derniers mois et vous avez symboliquement dépassé les 30 000 followers sur LinkedIn. Vous avez été en rupture de stock des ouvertures de compte en quelques heures. Vous avez été listé Forbes 30 Under 30, qui désigne les personnalités les plus inspirantes. Et à côté de votre carrière, vous êtes passionné de dessin et de votre Bourgogne natale, puisque vous venez de Dijon. Maud Cailleux, c'est donc un honneur de vous recevoir aujourd'hui. Bah, merci pour ce portrait. Ça y est, j'ai l'impression d'être quelqu'un d'important. On fait des portraits sur moi. Merci Anouk. Très cool. Alors, des portraits par Anouk et puis également des portraits dans Forbes, hein. On reçoit la semaine prochaine Dominique Busseau, le CEO de Forbes. Et alors, en préparant cet entretien, j'ai lu donc un article dans Forbes et qui mentionnait qu'en 2021, selon l'ONG Rainforest Action, les banques françaises ont accordé près de 80 milliards de prêts aux énergies fossiles. Et finalement, ton slogan, si je comprends bien, c'est ne pas polluer avec son argent. Alors c'est un slogan extrêmement fort, extrêmement puissant. Est-ce que tu peux nous raconter la genèse de Gringot? Comment t'es venue l'idée? Comment est-ce que tu as structuré ton équipe et comment tu as rapidement posé les premières pierres de cette formidable aventure? Oui, bien sûr. Alors, tu donnais un chiffre, justement. J'en ai un qui vient d'Oxfam et qui va peut-être te donner un peu plus enfin, un peu plus parler que des milliards ou des tonnes de CO2 qu'on entend un peu toute la journée, mais on n'a pas forcément conscience de ce que ça représente.
Par exemple, en 2018, selon Oxfam, du coup, les émissions qui ont été causées par les investissements, donc qui sont liées directement aux investissements, au financement des 4 plus grandes banques françaises, ça représentait 2 milliards de tonnes de CO2 émises du coup en 2018, cette année. Et ça représente 4,5 fois l'empreinte carbone de la France cette même année. Donc c'est comme s'il y avait un pays à côté de nous, 4,5 fois plus gros que nous, qui émettaient tout ce CO2. C'est absolument énorme l'impact des banques, et sauf que c'est très peu connu parce que la finance, ça reste très opaque. Même les gens dans la finance, pour eux, ça reste très opaque. C'est très difficile de tracer l'argent, c'est très difficile de savoir où ça va, c'est très difficile de savoir exactement quel impact ça a ensuite derrière. Et en fait, moi, comment est-ce que je me suis lancée dans ce projet bancaire? Anouk, dans son projet, dans son portrait, a évoqué des discussions entre amis. En fait, ce qui s'est passé, c'est surtout que je me suis éveillée aux conséquences du réchauffement climatique avant de m'intéresser même à la banque. Donc, comme elle l'a aussi dit, je viens de Dijon, de Bourgogne. J'entendais un peu partout dans les médias où vous pouvez lire des choses comme que nous allions avoir plus de degrés et tout. Et je me disais un peu naïvement, bon, plus de degrés, c'est cool, j'aurai une piscine à Dijon. C'est pas du tout ça, évidemment, les conséquences. Et en fait, des sortes de conversations avec des amis, je me suis justement, en fait, éveillée juste un petit peu au réchauffement climatique et aux réelles conséquences. Un sujet que j'avais l'impression de complètement connaître puisqu'on l'entend un peu partout, mais en fait, que je découvrais parfaitement. Et le vrai déclic que j'ai eu qui m'a fait que j'ai eu cette force et en fait, surtout ce moteur d'essayer de me lancer, ça a été au détour d'un podcast de Aurélien Barraud, qui nous faisait deviner de combien la Terre s'est réchauffée depuis la dernière ère glaciaire. Donc la dernière ère glaciaire, c'était il y a 20 000 ans. Il y avait 3 kilomètres de glace au-dessus de nos têtes, là, en France. On pouvait marcher jusqu'en Angleterre. Le niveau des océans et des mers était de 100 mètres plus bas. Et donc, il faisait très froid. Et aujourd'hui, on est dans un climat plutôt cool, sympa pour notre espèce. Et du coup, Roland, toi, à ton avis, petite devinette de combien la Terre s'est réchauffée en 20 000 ans pour passer de ce bloc de glace à aujourd'hui, température plutôt sympa, quoi. Je sais pas, une dizaine de degrés? Ouais, pareil, moi je me suis dit, bon, il faisait -20 à l'époque, il fait +20 maintenant, 40 degrés, quelque chose comme ça. C'est 5 degrés. 5 5 degrés, petits incroyable. degrés, ouais. 5 petits degrés en 20 000 ans ont réussi à complètement reshaper complètement la surface de la Terre. On a l'impression que le climat, maintenant, ça nous dépasse un peu, mais rappelons que quand même, c'est ce climat qui s'est stabilisé, qui a fait que notre espèce a pu se sédentariser, cultiver, élever, et du coup, pouvoir s'atteler à autre chose que chasser et s'occuper de sa nourriture. Donc aujourd'hui, on sait que 5 degrés sur 20 000 ans, ça peut avoir ce genre de conséquences. Qu'est-ce que 5 degrés? Aujourd'hui, on parle de +3, +4 degrés sur quelques centaines d'années, 200, 300 ans. Donc ça va être beaucoup plus qu'une piscine à Dijon. Ça va être, ça va être le Sahara à Dijon, ça va être très très compliqué. Et du coup, bon voilà, j'ai rejoint toutes ces personnes de ma génération qui ont cette très forte éco-anxiété, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et du coup, j'ai commencé à regarder qu'est-ce qui aujourd'hui pourrait avoir le plus d'impact, un impact qui est du coup qui soit fort avec une grosse échelle, mais aussi qui soit le plus immédiat possible, le plus rapide possible. Et cet impact, quand tu cherches, tu passes par quoi? Les transports, l'agriculture, tu regardes un petit peu partout. Et en fait, quand tu remontes tous les problèmes, il y a l'argent à la base. Et ça semble très logique, mais on n'y pense pas forcément. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Là où il va, le monde se construit. Et aujourd'hui, le milieu financier, c'est celui qui permet le monde qui se construit autour de nous. Sauf que les personnes qui sont aux manettes dirigent pas vraiment aujourd'hui les flux vers un monde qui soit plus durable, vers un monde qui soit déjà adapté, ou qui nous permette une adaptation aux plus degrés qui sont plus ou moins actés, et surtout qui essayent de limiter ce réchauffement à plus de degrés. Donc, Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que Gringot exactement? Quel est le produit? Quelle est votre offre? Et comment est-ce qu'on peut acheter Gringot? exactement. Et du coup, c'est de ce constat-là que je me suis dit, bon, si la finance c'est le problème et le banque c'est le problème, allons créer une banque. Et oui, je suis quelqu'un de très naïf et ça va, j'assume. Donc aujourd'hui, au début, tout le monde s'est un peu moqué de moi. Après, j'ai réussi à trouver des gens aussi fous que moi pour aller dans l'aventure. Et du coup, Gringot aujourd'hui, c'est un compte courant, un compte épargne, enfin 2 comptes épargne qui arrivent. Et donc, en fait, ça a vocation à devenir un jour une banque qui puisse faire des investissements et des crédits et réfléchir et réorienter les flux financiers. Donc aujourd'hui, Donc c'est une c'est une vraie, carte de débit.
c'est pas encore une vraie banque, on est une néobanque, on n'a pas la licence de crédit, mais à terme, c'est évidemment l'objectif. Et donc aujourd'hui, si tu veux devenir client de Gringot, membre de Gringot, c'est 6 euros par mois. Tu as ton compte courant, ta carte de débit, Mastercard, que tu peux utiliser partout. Tu as tous les services qu'on peut aimer chez une néobanque, comme ouvrir son compte en 8 minutes, depuis son application, bloquer, débloquer sa carte, notification instantanée et tout ça. Tu as dans quelques mois le premier compte épargne qui va arriver sous forme d'assurance vie, donc de l'investissement coté. Et puis, encore dans quelques mois après, l'épargne non cotée, où là, tu pourras vraiment directement financer Didier qui veut changer sa ferme en bio, quoi. Donc là, l'impact sera encore plus fort. Alors, vous êtes trois cofondateurs, hein, toi Maude, Andrea et Fabien. Toi, tu t'occupes particulièrement de la croissance et du marketing. Comment tu as fait au début pour faire connaître Gringot avec les moyens d'une startup qui démarre dans un univers extrêmement concurrentiel? Bah, aujourd'hui, au tout début, ça a été les réseaux sociaux et ça l'est toujours. Donc, au tout début, c'est partager avec le plus de monde possible, donc via des posts LinkedIn, via des posts Instagram, le constat qu'on avait découvert, nous aussi, assez fraîchement. Regarder l'impact de vos banques. On a développé un petit outil, en fait, qui permettait de mettre, et qui permet toujours d'ailleurs, de mettre votre banque, de mettre une fourchette de votre épargne dans cette banque et de voir exactement combien de CO2 selon les ONG, ça émet par an en votre nom et les équivalents aussi. Parce que personne ne sait ce que ça veut dire 10 tonnes de CO2, 1 kilo de CO2, à quel moment c'est grave. Donc, vous pouvez le voir aussi en termes de mètres carrés de banquise fondue, en termes d'aller-retour en avion et tout ça. Et, et ça, on l'a développé, on a essayé de le pousser sur les réseaux sociaux pour en fait éveiller au maximum les gens à cette problématique. Et on a créé des contenus, pas pour créer des contenus et pour être connu et tout ça, on a créé des contenus comme on aurait aimé les trouver pour nous éviter tous ces mois de recherche dans des trucs très opaques. Tu n'as pas de page Wikipédia qui te dit bon, bah, ça c'est de la merde, là ça va là c'est pas bien et tout ça. Donc aujourd'hui, tu as de plus en plus de rapports comme Rainforest Action qui détaillent, mais moi, je commençais il y a 2 ans et demi, il y avait un rapport Oxfam et c'était un peu le seul et c'était compliqué de s'en sortir. Et ça reste des rapports qui sont, c'est des PDF longs de 100 pages qui vont te parler de finances, de produits financiers, tout ça. Bon, ça reste dans des cercles fermés de gens qui sont un petit peu déjà au courant et ça va rarement au grand public. Alors la logique est simple, hein, plus on sera, plus on aura d'impact. Du coup, nous, nos posts, c'est beaucoup de vulgarisation. Et ça a été dès le départ et c'est ça qui a plu. Donc finalement, et ça c'est une grande tendance qu'on voit dans le marketing B2B, un marketing orienté vers du contenu à très forte valeur ajoutée, qui va intéresser la cible. Et vous, j'imagine que vous avez une cible de jeunes professionnels 20-35 ans. Donc un contenu qui intéresse la cible. C'est du contenu quand même c'est des sujets dont on parle beaucoup. Comment on se distingue sur des contenus liés à l'environnement? Comment est-ce qu'on devient spécifique? Comment est-ce qu'on devient unique? Alors nous, on est plutôt sur B2C, hein. On ne fait pas de compte B2B encore. D'accord. On est que sur du B2C. On a évidemment, on a remarqué que nos contenus étaient surtout relayés par des personnes de 20, 25, 40 ans, disons, mais on a de tout, hein, puisqu'on est sur beaucoup de réseaux et donc on parle à des personnes différentes sur les réseaux. Et évidemment, le contenu doit être à haute valeur ajoutée. Ça sert à rien de faire du contenu qui amènera aucune valeur aux gens à part justifier, je sais pas, un salaire ou votre poste. Enfin, faites pas un contenu où le fond est rose et où vous mettez je sais pas, un truc nul que personne ne comprendra. Évidemment, on fait Non, tout mais pour. il y a deux stratégies de contenu. Tu as le contenu qui est flashy, qui est sympa, qui est rigolo, c'est la publicité finalement, hein, la publicité à la télé. Et puis il y a le contenu informatif à forte valeur pour le client. C'est vraiment deux stratégies marketing assez Mais différentes. En général, en ok. B2C, on est plutôt dans le premier type de contenu. Donc là, c'est assez innovant finalement ce que vous faites, c'est créer du contenu à très forte valeur dans un environnement B2C. Mais justement, le rendre flashy et le rendre désirable et le rendre facilement en fait compréhensible. Parce que Ouais. finalement, le contenu à haute valeur ajoutée était déjà là, mais personne n'y allait. Alors que tout le monde, oui, en effet, va aller plutôt vers les pubs flashy et tout ça. Et donc, nous, ce qu'on a essayé, c'est d'amener ça sous des formats vidéo un peu drôles, d'amener ça sous avec des mots qui sont faciles à comprendre. En fait, vraiment, on a essayé de créer un peu, au début, une sorte de média, celui qu'on aurait aimé trouver pour s'informer sur les choses.
Et donc oui, on essaye toujours d'apporter un maximum de valeur. Et tu disais que c'est des sujets dont on parle beaucoup. Alors l'écologie, on en parle de plus en plus, ça c'est sûr. En revanche, le lien finance et écologie, pas du tout. C'était vraiment un angle d'attaque qui était très très nouveau. Et moi, j'avais très peur au début parce que justement, j'étais en charge, je suis toujours en charge de la communication, mais on m'a dit, fais de la com avec la finance et l'écologie. C'est quand même deux sujets qui sont très lourds. C'est deux sujets sur lesquels t'as pas envie de scroller au petit-déj sur ton téléphone. C'est faut te poser, faut que tu comprennes. Mais on a réussi justement à rendre ça un peu plus désirable et à capter l'attention sur finalement ce qui était un nouveau sujet. Et peut-être que ça a été aussi une force. Qu'on ne parle pas d'un sujet qui justement avait déjà été vu et revu dans tous les sens. Alors, tu parlais tout à l'heure de différents réseaux. Comment est-ce que tu adaptes ta stratégie de communication, ta stratégie virale, si tu peux nous dévoiler quelques-unes de tes recettes, de tes apprentissages de ces derniers mois, de ces dernières années. Comment est-ce que tu personnalises tes contenus en fonction des différents réseaux sur lesquels vous opérez? Alors, comme on est une toute petite équipe en com, hein, on n'est que deux, donc on ne va pas faire des contenus spécialisés, enfin que LinkedIn ou que Instagram ou que TikTok et tout. Disons qu'on essaie de recycler au maximum et de faire ce qu'on appelle du trans-plateforme. Je ne sais pas si c'est le mot juste, mais c'est comme ça qu'on l'appelle chez nous. Et donc en fait, on va remarquer que les formats vidéo sur LinkedIn, ça marche pas trop. C'est surtout le statique. Donc ce que j'appelle le statique, c'est des posts, enfin des visuels ou des textes. En revanche, sur TikTok, il n'y a pas la question qui se pose. Il faut faire que de la vidéo, il n'y a que ça. Sur Instagram, il faut pouvoir. On a vraiment les gens qui nous suivent depuis le début et puis les nouveaux arrivants. Donc, il faut savoir réexpliquer le problème et ce qu'on fait tout en ne perdant pas les gens qui sont là depuis 2 ans et qui en ont marre qu'on leur rabâche qu'on fait un compte courant bientôt de l'épargne et que les banques polluent. Donc, ça, il faut jongler avec les différents groupes de personnes, ceux qui sont éveillés, ceux qui nous connaissent déjà très bien, les ultra fans et tout. Et en fait, comment est-ce qu'on a atteint un petit peu cette viralité sur certains posts et tout ça? En fait, on a très rapidement inclus notre communauté. C'était pas vraiment une stratégie de com ou de marketing, pas du tout. C'était surtout parce que, comme tu l'as dit, c'est un projet qui est extrêmement ambitieux. On s'est dit, vas-y, 25 ans, je vais essayer de secouer un peu le milieu financier français et peut-être un jour, je sais pas, mondial. Enfin, voilà. Et du coup, se lancer à trois là-dedans, bon, ça fait vraiment David contre Goliath, mais pour le coup, David, il avait pas beaucoup de chance, hein. Alors que si on embarquait un maximum de gens avec nous, la communauté, tout de suite, ça nous donnait déjà, nous, beaucoup de force au quotidien, parce que des messages d'encouragement quand vous êtes entrepreneur, enfin, ça refait votre journée. Les messages négatifs aussi, hein, ça vous détruit toute une journée, mais les messages positifs, ça vous donne des ailes. Donc, on a essayé d'embarquer un maximum de gens avec nous en leur demandant de nous aider, en leur demandant qu'est-ce que tu préfères, c'est quoi le produit que tu veux, enfin, pour savoir que on était en train de créer quelque chose, pas tout seul dans notre chambre, mais quelque chose dont les gens allaient s'emparer et allaient vraiment l'utiliser. Donc, on a basé beaucoup, beaucoup de choses dans le développement de notre projet sur la communauté. On l'a fait avec notre communauté et c'est quelque chose que les personnes ont beaucoup aimé, sont emparées du projet. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent nous en parlant de Gringot, alors qu'ils ne sont pas salariés ni rien, mais ça nous fait très plaisir. Et il y a un peu plus que du coup souscrire à une banque. C'est vraiment souscrire, enfin, appartenir un peu à un mouvement aujourd'hui. Alors, projet extraordinaire. Comment est-ce que on construit cette viralité? Donc, tu intègres ta communauté. Comment est-ce que tu fais de tes clients ou de tes premiers ambassadeurs, enfin de tes premiers contacts, des ambassadeurs de la marque pour que, à leur tour, ils viennent nourrir la croissance? Alors, le plus important, il faut rester en contact avec eux. Ça semble très bête quelquefois, mais bon, quelquefois, la tête dans le guidon et tout. Donc, très important, rester en contact. Trouver un moyen, un canal sur lequel vous pouvez communiquer avec eux. Nous, on a essayé un peu tous les canaux. Il y en a, tout a des avantages et des inconvénients. On a fait WhatsApp, mais c'est très vite devenu le bordel. On a fait Slack, mais c'est cool, mais tout le monde n'utilise pas Slack. Enfin bon, bref, trouver là où les gens sont et garder surtout la communication avec eux. Et Donc, ça puis, reste voilà, Instagram, votre canal principal de communication avec eux? mail.
Mail, 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 nous d'accord. c'est surtout mail, mais sur Instagram, bah, tu as des gens qui sont sur Instagram, sur TikTok pareil, sur LinkedIn, c'est surtout moi le point d'ancrage sur lequel les gens vont bah, m'envoyer des messages, leur Ok. répondre le plus rapidement possible. Mais oui, oui, en fait, juste si vous avez des personnes qui veulent aider, bah, acceptez l'aide et demandez-leur de vous aider. Donc, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui? Bah, va parler à tes parents. Bah, comment est-ce que j'en parle? Bah voilà, on t'a fait un récap un peu plus simple, on a fait une petite présentation de Green Dot que tu peux envoyer à tes proches pour comprendre très simplement bah, pourquoi on existe, c'est quoi le problème, c'est quoi Green Dot, que faire après. Bah, donner les clés et puis surtout garder la relation, quoi. Parce que bah, s'ils proposent enfin, moi, si on me propose de l'aide, je dis oui. Hein. J'ai pas de gêne avec ça. Donc Aidez-moi. rester en contact, ne pas hésiter à demander de l'aide, Plus à et ça, l'accepter, ça suffit plus à pour l'accepter. Et faire de- et créer en fait du contenu qui pourra facilement être partageable par ces personnes, justement. Surtout nous sur un sujet qui est aussi compliqué et quelquefois, moi j'ai l'impression que c'est un peu acquis, j'ai l'impression de me répéter depuis 2 ans et me dire bon je vais pas refaire ça alors qu'en fait bah si, j'ai touché qu'un millionième des gens en France donc voilà. Et alors, quelles sont maintenant, en tant qu'entrepreneur, quelles sont les grandes difficultés que vous avez, auxquelles vous avez été confrontés? Comment est-ce qu'il y a eu du lobbying de la part de l'establishment, des grandes banques de la place? Voilà, quels sont en tant qu'entrepreneur, les points de friction que vous avez rencontrés et comment est-ce que tu les as dépassés? Comment est-ce que vous avez continué malgré ces difficultés? On a eu quelques points de friction avec des grands acteurs. On a eu des points de communication avec certains grands acteurs, certains qui se sont bien passés, d'autres qui ont été plutôt braquants pour eux. Alors moi, et là, je peux pas entrer dans les détails, évidemment, ni nommer qui que ce soit et tout, mais oui, on a eu quelques obstacles, quelques bâtons dans les roues. En plus, on s'attaque du coup à une industrie qui est extrêmement réglementée et régulée, donc c'est très bien du côté du consommateur, du côté de l'entrepreneur bah, ça prend du temps, hein. Nous, ça fait 2 ans et demi qu'on construit ça. Et ça a été très long, plus la surcouche Covid qui a un petit peu mis en PLS toutes nos institutions françaises. Donc oui, non, on a eu de grosses batailles. Disons que ça n'a pas du tout été un long fleuve tranquille, qu'on a eu des hauts et des bas. Mais que notre communauté nous a toujours donné toute la force. Par exemple, on a eu du retard sur le lancement et tout. On pensait qu'on allait un peu se faire taper et tout le monde nous a dit bah, prenez votre temps, on n'est pas à 2 mois, à 6 mois près, on vous attend. Et ça, c'est, c'est, c'est un trésor, quoi. C'est incommensurable à quel point le moral est vraiment la clé dans l'aventure entrepreneuriale et à quel point se sentir soutenu par d'autres personnes que sa famille ou ses proches, on se dit qu'ils sont obligés de nous soutenir, de nous dire que tout va bien aller. Mais des gens qui nous connaissent pas et qu'on connaît pas personnellement et qui nous suivent et qui nous encouragent, ça c'est des cadeaux surprises, quoi. Donc oui, on a eu de gros up and down. En plus au niveau bah, du coup dans cette industrie avec des personnes enfin des acteurs qui aujourd'hui au début se moquaient un peu de nous, puis ensuite ils se sont dit bah mince, ça commence à prendre un petit peu d'ampleur cette histoire. Mais non non, tout va bien aujourd'hui, Donc le succès se fait au mental. toujours Toujours, toujours. toujours. Un Vraiment hein, marathon, un c'est Ironman. pas Vous pouvez toujours apprendre les choses. Moi, j'ai pas fait particulièrement de finance, par exemple, dans mes études et tout. Je me sens pas quelqu'un de supérieur au niveau de l'intellect ni rien. Par contre, je pense que je peux apprendre des choses. Je pense que je peux comprendre des logiques et tout ça. Le moral, c'est ce qu'il faut préserver au maximum. Ouais. Vous pouvez toujours avoir les skills, mais l'attitude, c'est vraiment ce qui est déterminant. Et même dans nos recrutements, hein. Nous, aujourd'hui, on cherche l'attitude au moins au même niveau que les capacités. J'étais la semaine dernière, enfin le week-end dernier, dans mon sud-ouest préféré, au bord du lac d'Ourtin, et il y avait un Ironman qui était organisé, enfin on appelle ça un Frenchman, parce qu'Ironman c'est une marque déposée d'une organisation américaine, ils appellent ça maintenant un Frenchman, mais c'est Ok. l'équivalent d'un Ironman. Et j'ai assisté à l'arrivée des derniers participants, très émouvant après 16 heures d'effort. Et là on se dit que voilà, ces grands succès, ils se construisent aussi au mental, les grands succès entrepreneuriaux se font aussi au mental. Il y a une L'Ironman, valeur. ouais, c'est.
il faut un peu d'entraînement aussi, quoi. N'y allez pas juste au mental, là. Il Nagez un faut un peu peu avant, quoi. d'entraînement aussi. Il faut un peu d'entraînement aussi. Une des grandes valeurs que vous prenez chez Gringot, c'est la transparence au sein de l'équipe, la transparence avec les clients. Est-ce que tu peux nous en parler en termes de management et en termes de communication? Ouais, alors en termes de communication, ça consiste à partager tout ce qu'on fait de pas bien encore, tout ce qu'on fait de, en tout cas pas parfaitement. Nous, on a créé Green God pour avoir un impact le plus fort et le plus rapidement sur l'écologie. Comme je t'ai dit, nous ne sommes pas encore une banque, donc nous n'avons pas encore toutes les latitudes d'action qu'on aimerait. Et du coup, sur notre site, par exemple, on a recensé toutes les choses qu'on ne fait pas encore parfaitement et sur lesquelles on aimerait s'améliorer ou se développer dans les années qui arrivent. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas été chercher directement une licence d'établissement de crédit pour avoir toute cette latitude? Parce que justement, nous n'avions pas 40 millions en banque et une équipe de 200 personnes. Donc, nous avons dû commencer avec les moyens que nous avions, mais c'est toujours dans la roadmap. Et donc, voilà, on communique très sincèrement sur pourquoi on fait ça, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Et voilà, on promet pas de solution miracle, on promet pas qu'on va proposer un impact positif non plus. Le meilleur impact qu'on puisse aujourd'hui avoir sur la planète, c'est justement un impact neutre, pas du tout d'impact, ne pas la déranger. Donc voilà, faire les choses avec le minimum d'impact sur notre environnement. Et en termes de management, c'est partager les galères, mais en même temps, pour le top management, c'est aussi très important d'être très transparent, mais de ne pas communiquer non plus l'anxiété ou le stress aux employés. Donc voilà, on essaie de trouver à chaque fois le juste équilibre. Mais tu vois, aujourd'hui, on est 25 personnes dans l'équipe, mais on a lancé qu'il y a un mois. Donc il y a des personnes qui sont là depuis 2 ans à travailler sur un produit qu'elles ont attendu du coup 2 ans. Donc c'est un travail de longue haleine, hein, même en communication, de communiquer 2 ans sur quelque chose qu'on n'a pas encore sorti, qu'on n'a pas encore créé. Donc, c'est être transparent avec les personnes de communauté sur pourquoi est-ce que ça prend du temps, qu'est-ce qu'on fait, et puis c'est du coup être transparent avec les personnes qui vont créer le contenu avec moi ou la personne en l'occurrence. Mais voilà, chaque fondateur descend comme ça avec son équipe en lui disant bon là on va prendre du retard, là ça se passe bien, là c'est cool, là on a ce problème, là on a cet obstacle. En tous les cas, enfin, ça sert à rien de cacher ce genre d'événements puisque ils verront que ça sort pas ou ils verront qu'il y a un problème. Donc au contraire, on part du principe que si on est plusieurs cerveaux à réfléchir sur un problème, on ira toujours plus vite. Donc oui, Donc on le partage, mais on reste sur le cap, quoi. la transparence finalement chez Gringot, c'est un vecteur d'authenticité et de relations vraies avec vos clients, votre communauté, et puis en interne avec l'équipe. Oui, mais encore une fois, c'est très rassurant aussi pour nous, tu vois, pour bien Oui. dormir le soir et tout, de pas se dire on est en train de mentir à la terre entière. Enfin, c'est pour nous pas quelque chose qu'on s'est dit, tiens, il faudrait qu'on soit transparent. Ça fait partie de comment on se voyait créer une entreprise et comment est-ce qu'on veut avancer avec les gens de notre équipe ou les gens qui nous soutiennent, pardon. Donc oui, c'était très Dernière important. question entrepreneuriale, le financement, des levées de fonds prévues, comment est-ce que vous financez la croissance de Gringot? Alors, la croissance de Gringot aujourd'hui est pas du tout, enfin, au niveau de la com, on n'a jamais fait de pub, on n'a jamais dépensé un euro en communication, donc c'est 100% organique. L'argent donc on a fait quelques levées de fonds auprès de particuliers, pardon, donc de particuliers qui ont un peu d'argent. Et donc ça c'est pour financer notamment les salaires, les coûts d'infrastructure et tout ça. Donc on n'a pas de levée de fonds en cours. Ce sera très certainement dans quelques mois et on pense dans tous les cas à ouvrir cette levée de fonds justement aux personnes qui nous soutiennent depuis le début, à notre communauté avec des petits tickets d'entrée, mais juste pour avoir un petit bout de Gringot eux aussi, en plus de la carte, quoi. Une future banque mutualiste. Les dernières questions qu'on pose à tous nos invités. Quelle est ta plus belle expérience de manager? Mm. Alors, moi, j'ai pas réfléchi à ma plus belle expérience de manager, j'ai réfléchi à ma pire expérience de manager. Mais c'est une histoire cool aussi. Avant, je travaillais dans le luxe. J'ai travaillé quelques mois dans le luxe.
Et je me souviendrai toujours donc dans le luxe, c'est vraiment comme dans Le Diable s'habille en Prada, le film. C'est une expérience, enfin, c'est certaines maisons en tout cas, c'est un peu toxique. Les gens pleurent dans l'open space. Enfin, ça prend des dimensions qui sont assez folles. Et je serai toujours à un donné, donc on est avant la collection et le top management, il est un peu perdu. Il est un peu perdu parce que l'équipe a un peu changé, ils savent pas où ils vont et tout. Et là, tu as une pauvre responsable matière qui doit développer une couleur, un rouge en l'occurrence. Et, les responsables de la collection ne sont pas contents. Et tu as donc le head of, enfin le directeur artistique qui l'engueule et qui lui dit mais non, mais t'as rien compris, c'est pas ça, ce rouge. Et là, il y a un bouquet de roses sur la table. Il prend un pétale de rose et il dit je veux ce rouge. On lui pas l'ensemble de pétales, tout comme ça. Et en fait, je me suis, enfin, ça m'a beaucoup fait rire, mais c'était un rire un peu jaune parce que cette pauvre responsable pâtissière, il y a quoi il y a 30 nuances de rouge sur un pétale. Le temps qu'elle l'envoie aux usines, il aura flétri, il aura séché. Enfin bon, ça n'a aucun sens. Comment est-ce qu'ils veulent que ça soit, même en prenant photo, tes rouges sont différents. Enfin, bon, bref, ça démontrait juste à quel point eux, ils étaient perdus et à quel point ils voulaient rejeter la faute sur les employés qui étaient du coup encore plus perdus qu'eux dans un système de management très, très, très très verticale et qui était extrêmement toxique en fait. Et donc je me suis fait beaucoup de promesses pendant ces moments passés dans cette industrie-là, beaucoup de promesses. Si un jour moi j'étais manager, si un jour j'avais mon entreprise, eh ben tout ce que je ne ferais pas. Et donc j'essaye justement de ne pas avoir du tout ce genre de comportement, de dire quand je sais pas où on va, de dire quand je sais pas, tout simplement, et de pas rejeter la faute sur les gens qui sont en bout de chaîne, quoi. Donc, j'imagine que vous recrutez, ça c'est un bon message. Si vous allez chez Gringot, vous aurez un leadership bienveillant et attentionné pour votre développement. J'espère. Voilà. J'espère qu'on l'est en tout cas. Dernière question, une citation qui t'inspire particulièrement? Oui, oui, je marche beaucoup aux citations pour me donner beaucoup de courage. Il y en a une qui régit vraiment ma vie, au-delà même de l'entrepreneuriat, mais pour tout. C'est qui tente rien à rien. Ça, c'est très important dans ma philosophie. C'est pour pas avoir de regrets. J'ai très peur d'avoir des regrets dans la vie. Du coup, et même quand vous allez au resto et que vous voulez la table avec la vue, enfin, n'importe quoi, hein, et que vous osez pas, à chaque fois je me dis qu'il t'entraîne rien. Au pire, on me dit non, et c'est comme si j'avais jamais demandé, et au mieux, j'ai ce que je voulais. Donc voilà, qui t'entraîne rien. Révolutionner le secteur bancaire mondial, trouver des Pourquoi pas tenter, solutions hein? trouver des solutions au réchauffement climatique, ne pas polluer avec son argent. Voilà, effectivement, vous tentez beaucoup et vous délivrez beaucoup. Un immense bravo Maud pour ton aventure entrepreneuriale qui ne tente rien à rien. On a sélectionné quelques ouvrages ou quelques films. Donc il y a une vidéo sur YouTube. Comment devenir célèbre, hein, sur la viralité de Chris Kapongo. Le célèbre film Demain, si vous ne l'avez pas vu, précipitez-vous sur vos plateformes préférées pour le voir. Je Le film recommande. de Cyril Dion et Mélanie Laurent, qui est un vrai film inspirant parce il met en œuvre des solutions très concrètes pour combattre le réchauffement climatique. Et puis financer la transition énergétique, un livre d'Alain Grandjean et de Mireille Martini, qui a déjà quelques années, mais qui est tout à fait encore pertinent. Et puis, voilà, un livre qu'on aime beaucoup aussi, l'émission Blablacar, sur l'entrepreneuriat. La semaine prochaine, on aura le plaisir de recevoir Dominique Busseau. Je rappelle que Maud, tu es une des lauréates 30 Under 30, donc une des entrepreneuses emblématiques de notre époque. Un immense merci d'avoir été avec nous. Si tu as encore quelques minutes, on va prendre les questions de nos auditeurs et je suis sûr qu'ils sont nombreux à vouloir poursuivre cet échange. Avec plaisir. Anouk, est-ce qu'on a quelques questions déjà sur la plateforme? Alors oui, on a des questions. Vous parlez beaucoup des énergies fossiles sur votre site internet, mais financer des entreprises polluantes, en agriculture, en transport, usage des cargos ou sans éthique sociale qui exploitent des enfants par exemple, est également une problématique pour les banques classiques. Comment abordez-vous les autres financements bancaires qui touchent d'autres sujets comme l'éthique?
Bien sûr. Alors nous, notre principale priorité aujourd'hui, c'est la diminution des gaz à effet de serre. Donc c'est à la source, c'est l'utilisation des énergies fossiles, donc l'exploitation, la production ou le sourcing de ces énergies. Après, enfin, la transition ne se fera pas sans justice sociale non plus. Donc c'est pour nous très très important. En fait, comment est-ce qu'on va faire pour sourcer les projets d'entreprise dans lesquels on va investir? On a, en plus de données financières, des données extra-financières, donc sur les émissions de CO2, mais aussi sur la biodiversité. Parce que quelquefois, c'est hélas antinomique. On a aussi des données sur l'impact social. Voilà, faire travailler des Ouïghours, des enfants et tout, c'est évidemment pas les projets de nos investissements. Donc, ouais, on regarde tout ça et en fait, ce que vous allez pouvoir voir directement dans un souci toujours plus de transparence sur votre application, c'est là où l'argent est investi et l'impact du coup qu'on a pu mesurer grâce à ces investissements. Donc, vous pourrez voir en fait un scoring des émissions de CO2, de la biodiversité, de l'impact social et tout ça. Tout d'abord, bravo en majuscule, Maud, pour votre sincérité et votre authenticité. Ma question, c'est est-ce que vous avez une vision du devenir de Gringot en supposant que tout marche comme vous voulez? Comment vous voyez l'avenir de votre banque et quelle serait sa place au sein du paysage bancaire très rude et super réglé et réglementé? Oui, bien sûr. Alors, nous, ce qu'on veut faire avec Gringot aujourd'hui, on a un compte courant. On veut amener plus d'épargne, évidemment, parce que c'est un des plus gros leviers qui a le plus d'impact sur l'investissement. Ensuite, on aimerait développer le crédit, évidemment. Donc, le crédit, ça va nous nécessiter quelques licences. Mais l'idée, dans 10 ans, c'est pas qu'on soit la seule banque verte. Là, on aurait raté quelque chose et on aurait tous les pieds dans l'eau. L'idée, c'est qu'on arrive à inspirer un petit peu des gros mastodontes qui sont déjà très, très bien implantés et pour lesquels si un jour on veut avoir la taille de la BNP Paribas, ce sera dans quelques dizaines d'années quand même si je reste très optimiste dans tout ce que je fais, ça prendra un peu de temps. Donc, si la BNP, la SOG et toutes les grosses banques veulent bien aussi changer rapidement, on aura absolument tout gagné. On est vraiment là, pour essayer de minimiser la crise climatique que notre génération et les générations à venir vont se prendre en pleine face. Et du coup, si demain ou dans 5 ans ou dans 10 ans, toutes les banques ont arrêté de financer le fossile et vont dans les industries qui vont nous permettre la transition et de minimiser le réchauffement à 2 degrés, on aura tout gagné. Ok, super. Que répondez-vous à ceux qui ne croient pas à la finance verte? Qu'ils ont des bons arguments. Très clairement, la finance verte aujourd'hui, comme elle est appliquée, quelquefois, ouais, c'est un peu. Nous, c'est ce qui nous a fait prendre un peu de retard aussi, c'est qu'on s'est dit, c'est cool, il y a des labels, RSE et tout, ISR, on va pouvoir prendre tout ça. Et en fait, on se rend compte qu'il y a quelquefois quelques labels verts qui sont pas là pour ajouter un carcan dans lequel les investissements des entreprises doivent se plier, mais au contraire, être assez souple pour englober tout le monde et mettre un joli petit paquet vert. Donc, si c'est sur ces arguments-là qu'ils avancent, oui, c'est parfaitement aligné. C'est très compliqué de sourcer du coup les bonnes entreprises, les bons projets, de savoir où l'argent va. Enfin, c'est un gros micmac. Et ensuite, si l'idée est plus large de est-ce que dans notre système capitalistique, on pourra faire du vert et tout ça, bon, ça, c'est un autre débat. Nous, on pense juste que on a très, très peu de temps pour agir. Le GIEC dit que, par exemple, on a 3 ans pour inverser la courbe des émissions de gaz à effet de serre. Moi, je veux bien qu'on tape sur un truc où on va complètement changer de notre système, mais en vrai, jusqu'ici, les crises n'ont jamais été les meilleurs amis du mouvement écologique. Au contraire, on pense surtout à aujourd'hui et jamais à demain, et on fait encore plus de caca. Donc, voilà, nous, on s'est dit qu'on allait jouer avec les armes et le système actuel. Après, il faut aussi des personnes qui soient là pour bousculer le système et montrer qu'il y en a d'autres. Je pense qu'on n'est pas contre, mais au contraire qu'on peut carrément avancer dans la même voie. Et on est très content de pouvoir parler avec toutes les personnes et toutes les opinions. Est-ce que vous auriez un exemple justement d'investissement très concret dans lequel vous aimeriez investir qui changerait la donne écologiquement? Alors aujourd'hui, avec les comptes courants, on fait pas d'investissement, on fait sous forme de dons.
Donc, il y a 3 projets qu'on finance. On finance la préservation de forêts primaires en Amazonie. On finance la dépollution des océans avec une ONG qui s'appelle Wings of the Ocean. Et on finance des énergies renouvelables dans des pays où le mix électrique est encore très dépendant du charbon. Par exemple, l'Inde et la Turquie. Pour les financements du compte épargne, j'ai pas d'exemple précis à vous donner là tout de suite parce qu'en fait, il y aura une multitude d'investissements. Ça sera très, très, très large puisque ce sera un grand portefeuille d'investissement pour aussi mitiger le risque, assurer la liquidité et tout ça. Et après, le deuxième produit d'épargne qu'on veut développer, donc là, c'est le problème d'épargne non coté. Donc, c'est vraiment de l'épargnant au porteur de projet. Et là, ça peut être des projets aussi concrets que, comme je le disais, Didier qui veut, pour plus d'agriculture durable, passer sa ferme en agroécologie ou passer au bio ou des choses comme ça. Et en fait, en fonction de vos affinités et de là où vous voulez mettre votre argent, vous pourrez directement choisir les projets. Mais du coup, là, ce genre d'épargne ne permettra pas autant de liquidité que l'autre. Et donc, c'est à vous de jauger en fonction de combien d'impact vous voulez et quel confort aussi financier vous voulez derrière, quoi. Espérez-vous une législation forte de l'État ou de l'Europe en faveur des investissements verts? Oui, voilà, bien sûr. Bien sûr, je pense pas que le marché pourra de lui-même se dire, OK, c'est vrai, c'est pas cool, de degré, on change. Je pense que les entreprises doivent montrer la voie, donc les banques aussi. Je pense que les consommateurs, nous, en fait, la base, on a un gros pouvoir dans le boycott, mais aussi juste à s'exprimer et à faire porter nos voix. Mais le politique reste avec les cartes en main. C'est eux qui font les règles. Donc oui, oui, je pense qu'il y a des choses à faire au niveau politique et institutions européennes. Oui. Est-ce que vous ressentez un désir de l'industrie d'évoluer vers quelque chose de plus vert, particulièrement les grandes banques et fonds, type BlackRock? Ah, alors, je suis pas spécialiste de Larry Finn et de ce qu'il peut y avoir dans sa tête chez BlackRock. Il avait fait quelques lettres où il disait que c'est très important de prendre en compte le risque financier climatique. Après, est-ce que les actes ont suivi? Il me semble pas trop, mais je veux pas trop avancer. Après, pour nos banques françaises, je pense qu'il y a une réelle volonté de la part de certaines personnes dans ces banques de faire changer les choses. Vraiment, pour avoir travaillé un peu en banque, le risque le plus important pour une banque dans sa matrice de risque, c'est pas tant de perdre votre argent, perdre de l'argent, perdre des données, c'est vraiment que vous le sachiez. C'est le risque de réputation. Je pense qu'aujourd'hui, le risque climatique entre aussi dans ce risque de réputation, donc les grosses banques vont et déjà ont pas mal investi dans les énergies renouvelables. C'est juste qu'en termes de proportion, ça reste encore très, très, très majoritairement des investissements et des actifs dans les énergies fossiles et dans tout ce qui va être polluant. Donc, ils veulent changer. C'est compliqué pour eux parce qu'il y a un risque aussi de perte financière assez forte avec des actifs, du coup, qui sont liés aux énergies fossiles. Et si demain, ils décident de tout vendre, ces actifs, c'est zéro. Du coup, il y a un risque de faillite. Donc, ils sont un peu sur une ligne de crête et tout. Mais je pense qu'il y a une volonté aujourd'hui de changer. Enfin, je pense pas qu'ils soient tous des méchants avec un chat sur les jambes à caresser et à rire comme dans James Bond. Je pense ils ont très envie d'avoir une planète viable et vivable pour leurs enfants aussi, quoi. Après, t'en as qui sont pas forcément très au courant quand même des conséquences. On a un exemple, par exemple, de l'ancien, du coup, Head of Responsible Investment de HSBC qui, il y a une semaine, a dit dans une conférence, hein, donc c'est pas une caméra cachée ni quoi que ce soit, qui a dit qu'il fallait qu'on arrête de nous faire chier avec la crise climatique, quoi. Donc oui, bon, il y a un peu d'éducation à faire, mais une fois qu'ils sont au courant, a priori, ils ont envie de changer. Est-ce dangereux de confier son argent à une banque aussi récente? Quelle visibilité et quelle assurance pour vos clients? Alors, c'est une question qui est très légitime, mais en fait, le niveau de sécurité est exactement au même niveau que ceux de vos banques actuelles. En fait, on travaille avec des partenaires qui portent un niveau de licence élevé et du coup, les fonds, au même titre que les autres banques, ces partenaires sont garantis par le Fonds de régulation européen jusqu'à hauteur de 100 000 euros et tout. Donc, nous, aujourd'hui, si Gringot demain fait faillite, c'est pas du tout vos fonds qui seront
emporter dans la faillite ou quoi que ce soit. Enfin, c'est extrêmement séparé tout ça. C'est deux pots complètement oui, aux extrêmes. Et pour vous, il y a pas de risque, aucun risque en fait de la part de Gringotts. Il y a un risque s'il y a une crise mondiale et que les autres banques font faillite. Mais ça, après, du coup, vous aurez d'autres problèmes que votre compte Gringotts, je pense. Dernière question. Est-ce que quand Didier est financé par un crédit vert, vous le sensibilisez aussi à sa consommation sur d'autres produits du quotidien et sur son impact sur la planète? Bah évidemment, on aimerait. C'est tout ce qu'on fait via justement nos contenus sur les réseaux sociaux et tout ça. Après, l'idée c'est pas non plus de d'avoir une intervention un peu trop forte dans la vie des gens en disant on te fait un crédit si tu prends ton vélo tous les jours aussi. Enfin voilà. Nous on essaye d'avoir une écologie qui est très positive, encourageante et même joyeuse si on y arrive. Donc on interdira rien, on essaye d'accompagner au maximum. Mais oui, dans tous les cas, si Didier vient prendre un crédit chez nous un jour, c'est a priori qu'il est un petit peu aligné avec ce qu'on fait. Et dans tous les cas, on ne pourra pas accorder de crédit à Didier s'il veut s'acheter le dernier SUV ou un hélicoptère. Maud, un immense merci pour cette masterclass de haute volée. Je retiens qui ne tente rien n'a rien, agir pour n'avoir rien à regretter. En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous, on ne regrette pas de t'avoir invité. Cette discussion rafraîchissante, inspirante, un immense bravo pour Gringotts. On va tous se précipiter pour aller acheter, pour aller prendre notre carte Gringotts et pouvoir la poster sur les réseaux sociaux et contribuer à ce beau mouvement enthousiaste que tu as lancé. Un immense merci et à très bientôt. Je vous donne rendez-vous à tous la semaine prochaine pour écouter Dominique Busseau, le CEO de Forbes, qui a mis en avant Maud, qui, je le rappelle, est une des lauréates 30 Under 30. Bravo Maud, un immense merci à toi et je vous souhaite à tous Merci une à toutes et à excellente tous fin de et journée. merci pour l'invitation. Merci Salut. Merci Maud. beaucoup. Bonne journée à tous.